des autres. C'est celui que j'ai mis dans l'épisode où j'étais pas là. Je me suis trompé de fichier, je fais ça marche bien. Ouais. C'est pas mal. Comment choisissez-vous ça me rappelle l'ancien générique de qui avait dedans. Ça marchait bien. Ouais. Kumquat. Et je connais une bière au Kumquat qui est très très bon. C'est très bon ça le Kumquat. Bon. Là, je découvre la Pélican que j'avais jamais bu et qui est très bonne. Ouais, je vois laquelle c'est. Voilà, vous êtes dans Monsieur Cerise et bière. Voilà. Ou face bière. Ils en ont fait un film, l'affaire Pélican. C'est ça. Moi j'avais la bière est meilleure que le film. J'avais de l'encre Pélican aussi. Oui. Pour les stylos plumes. Bon, non, c'est pas ça le sujet. Phase B, épisode 13, saison 2. Oui, voilà. Hein. J'ai été vérifié avant quand même. Avec moi ce soir, il y a Olivier et Florian. Salut. Bonsoir. Et le thème de ce soir, ça va être la musique. Donc on va parler de la Star Academy, ou de France Gall, ou de... Voilà. Ce que vous voulez. Non, de musique. Mais pas que, parce que globalement, voilà, on a fait d'autres choses culturellement. Olivier, je te donne la parole pour commencer. Qu'as-tu fait d'autre culturellement qui soit pas forcément de la musique. Alors, en dehors des séries, c'est un peu compliqué parce que j'ai quand même passé ma semaine à Sérimania, donc j'ai pas fait beaucoup d'autres choses que de regarder des séries. T'as mangé aussi. J'ai mangé des frites et j'ai bu de la bière, donc j'avais pas beaucoup de temps pour le reste de la culture. Hashtag la vie. Voilà, c'est ça. Et mais malgré tout, la semaine d'avant, je suis juste avant de partir à Lille, j'ai vu un film qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle La Salle des profs, et qui est un film allemand et qui est assez étonnant parce qu'en fait, c'est un film qui a décidé de se servir du quotidien de l'école pour créer un thriller. Qui, moi, à mon avis, est presque horrifique tellement j'étais stressé en regardant le film. Ah, la salle des profs. Ouais, bah, c'est un peu ça parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un établissement allemand donc, où en fait il se passe des vols. Mais pas grand chose, hein, c'est des petits vols par-ci par-là, mais donc les profs essayent de trouver qui fait ces vols, mais il y a une professeure qu'on suit principalement et qui elle pense que ça vient pas forcément des élèves, mais que ça vient des profs. Donc il y a une espèce d'atmosphère de paranoïa qui commence à imprégner l'établissement et en fait c'est tellement bien réalisé et c'est tellement bien incarné par les comédiens que en fait cette paranoïa elle est vraiment très contagieuse et on finit par être très tendu pour des sujets qui sont somme toute assez c'est assez banal quoi, c'est pas des gros vols, c'est des petites sommes d'argent qui partent par-ci par-là, mais le truc c'est que cette paranoïa en fait elle va faire monter la sauce et en fait il y a des choses beaucoup plus tragiques qui vont se créer et vraiment c'est un film que j'ai trouvé excellemment bien réalisé. J'y suis allé un peu sans trop savoir de quoi ça allait parler et ça m'a mis une grosse claque et comme on dit en allemand et une colossale claque. Une colossale claque. Et vraiment, c'est un film que je recommande parce que je trouve que dans un paysage cinématographique parfois un peu tiède, là il me semble que c'est une réalisatrice, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, il y a un réalisateur ou une réalisatrice, je sais plus, qui prend un vrai parti pris et qui le tient jusqu'au bout.
Et franchement, je suis ressorti de là un peu sans voix, et ça m'était pas arrivé depuis longtemps au cinéma, donc voilà. Donc je vous conseille d'aller voir. Je pense qu'il doit encore passer dans quelques cinémas, mais il est sorti malgré tout il y a 2 ou 3 semaines, et donc je suis pas sûr qu'ils sont encore très disponibles, mais si jamais vous le voyez passer sur des plateformes, sur des trucs comme ça, vraiment je vous conseille de jeter un œil, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui est un très bon prisme pour parler de plein de choses qui vont pas dans la société, le racisme, l'éducation, l'école publique, voilà, comment apprendre les choses aux enfants, comment parler à des enfants, comment se comporter face à des enfants. Et je peux vous dire que moi, en regardant le truc, je me disais, mais jamais je serai prof, en fait. Quel enfer, quoi. C'est tellement, enfin, on ressent tout ce que peut ressentir, toute la peur que peut ressentir un prof devant une classe qui décide de se payer le professeur, quoi. Donc voilà, il y a des scènes qui sont très très marquantes, et un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui mérite beaucoup mieux que ça, quoi. Je viens de vérifier, il n'est absolument sur aucune plateforme actuellement. Non, il est sorti au cinéma il y a 2 semaines, je crois. Donc, à mon avis, il est encore... Je vois un truc 2023, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah oui, il est chez Ciné 4, c'est un truc de cinéma. Il est peut-être sorti en Allemagne en 2023, hein, après... Je crois que c'est ça. Peut-être. Mais je pense qu'il a mis un peu de temps à être distribué en France. Mais je vois, il est dans certains cinémas, et effectivement... c'est un film qui a plutôt bien marché en festival. Et je comprends pourquoi, parce que je pense qu'une fois qu'on a vu ce film-là, je pense que les autres films de la sélection doivent être un peu fades. Donc, mais voilà, c'est vraiment... c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, voire le meilleur film que j'ai vu depuis janvier, là. Eh ben dis donc. Et c'est tout pour toi ? Oui. De mon côté, ça va aller rapide, et puis je ferai un pont vers notre ami Florian. Dernièrement, moi, j'ai commencé un petit jeu, j'en parlerai plus tard, parce que là, j'ai vraiment fait que commencer, qui s'appelle This Bed We Made, qui est sur PC, PlayStation et Xbox, et qui est en fait un jeu d'enquête où on incarne une femme de ménage dans les années 50, qui travaille dans un hôtel, et donc elle va enquêter sur un crime, et elle va commencer à essayer de faire des liens entre les différents protagonistes, leurs histoires d'amour, leurs relations, etc. Tisser des liens entre tout le monde pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc une espèce de whodunit dans les années 50, et où on incarne justement voilà une femme de ménage, et c'est plutôt cool jusque-là. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est vraiment très très joli, très simple. C'est sorti en novembre 2023, et ça coûte à peu près 24 €. Donc, mais j'en dirai plus le jour où je l'aurai terminé. Sinon, je me suis tombé dans un de mes fameux trous bizarres de musical, c'est-à-dire que je suis tombé en amour avec un morceau du groupe Jefferson Starship, qui s'appelle No Way Out, et Jefferson Starship, en fait, en cherchant un peu ce qu'ils ont fait d'autre, etc., je me suis rendu compte que, en fait, c'est des anciens de Jefferson Airplane, qui ont monté un autre groupe, qui après s'est appelé Starship, que je connaissais aussi, mais qui s'appelait Starship. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les détenteurs du nom de Jefferson Airplane voulaient pas qu'ils utilisent Jefferson, puis ils sont devenus Starship, puis ils sont redevenus Jefferson Starship. En fait, c'était le bordel, comme ça, ils ont changé 2-3 fois. Tout ça pour dire que je suis tombé dans une discographie qui n'en finit plus dans tous les sens. Et No Way Out, le morceau que j'aime vraiment beaucoup, qui me fait énormément penser à un morceau j'allais dire Foreigner, mais non, c'est pas Foreigner. Merde. Je viens de le perdre. Je vais revenir dessus, mais ça me fait penser à un autre morceau par rapport à ses pianos et ses guitares. Qui en fait marque vraiment le tournant très radio-friendly, commercial du groupe, sans pour autant être dégueu, hein. Mais il faut savoir que juste avant ils faisaient des trucs un peu plus politiquement engagés, voilà. Là ça l'est un peu moins, mais ouais, c'est Journey, voilà.
ça me fait penser, c'est pas Foreigner, c'est Journey. Donc il y a un morceau où le piano est quasiment à la note près, c'est identique. Je suis tombé là-dedans et je trouve ça très cool. Ça m'arrive comme ça de temps en temps. T'écoutes un morceau, puis tu fais écouter le reste, et puis là t'es foutu. Tu tombes sur les clips, tu vois que les clips ils sont tournés sous LSD. Tu te dis bah c'est sympa, je vais en regarder d'autres et voilà, ça c'est une petite découverte, mais j'en reparlerai peut-être dans un autre phase B ou plus tard, on verra. Et tout ça vient à la musique, n'est-ce pas Florian? Parce que oui. Enfin, j'ai écouté pas mal de choses moi-même. Hein. Ouais. Mais j'ai écouté juste aujourd'hui un hippie d'une rappeuse britannique qui s'appelle Little Sims et qui a sorti un hippie qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a fait auparavant, qui est très très axé. Après Jefferson Airplane, c'est normal qu'il y ait des hippies. Oui. T'avais coupé ton micro, j'étais sûr que t'étais en train de réagir à ça. Et ouais, et du coup, c'est vraiment très très recommandable comme à peu près tout ce qu'elle fait. Donc là, c'est dispo là, donc c'est 7 titres et c'est vraiment très bon. Enfin, c'est une des meilleures artistes de rap actuellement dans le monde, peu importe, enfin même rappeuse. Bon, clairement, elle est très 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 au-dessus de la mêlée. Ça s'appelle Drop 7. Okay. C'est très très axé électro, c'est très expérimental, c'est beaucoup plus industriel que ce qu'elle a fait auparavant, qui était beaucoup plus du hip-hop très très bien produit, mais un tout petit peu plus classique. Et là, c'est vraiment avant-gardiste et c'est très 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 réussi. Donc voilà, enfin c'est vraiment la surprise du printemps qui confirme la suprématie d'une artiste britannique en fait, qui je pense qu'il va aller très 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 loin. Voilà. Donc c'est Little Sims. Little Sims Drop 7 et c'est sorti le mois dernier. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses avant qu'on ne passe un petit mot sur un sujet commun? C'est déjà pas mal, ouais, non. Donc il y a un sujet commun, c'est-à-dire que pendant un moment, on aurait pu avoir, dans la discussion hors intro, discuter du dernier album de Justin Timberlake. On va en discuter, pas pour en dire du bien. Si, un peu quand même, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et en fait, à force de l'écouter, d'aller au-delà des sonorités, d'aller du côté des paroles, tout ça, ça a raccroché, et d'en discuter, ça a raccroché en fait avec la personnalité de la personne, avec sa personnalité qui est de plus en plus, comment dire, le tonton gênant, on va l'appeler comme ça. Pour rester gentil. Le daron gênant, le tonton gênant. Alors moi j'ai pas suivi, c'est quoi les histoires là? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup trop. Il se traîne des casseroles pas mal. Entre autres, bon, il y a eu l'histoire avec déjà avec Janet Jackson, ça remonte. Mais des trucs sont remontés, etc., qui prouvent que globalement c'était totalement fait exprès et voulu, que lui il s'en est bien sorti, elle beaucoup plus difficilement, voire pas. Il y a les histoires avec Britney Spears, avec le fait qu'il est forcé à avorter, le fait que quand tout le monde essaie de lui demander de s'excuser, sa réaction c'est de clairement en public dire je ne m'excuserai pour personne. Voilà, de te faire croire qu'il va s'excuser, mais en fait pas du tout. Le côté possessif, le côté gênant, il se remet pas en question, et c'est une personnalité qui est plus en plus limite dans ses choix, et ça fait écho avec ce dernier album qui globalement c'est une ode à lui et ses travers. Oui, non, mais que ce soit l'ode à soi, c'est une chose, mais c'est l'ode à lui et ses travers dans une période où globalement ses travers lui mettent des casseroles Tefal de haute qualité. Donc pour te donner une autre idée, le single qui est sorti, un des singles qui est sorti en premier s'appelle Selfish. Et qui en gros c'est clairement ça, c'est une chanson sur sa femme, Jessica Biel, où en gros
il peut pas l'avoir ailleurs, il peut pas respecter le fait qu'elle ait une vie globalement, et elle est à lui, c'est son objet, quoi. Donc toi, c'est... Ouais. Mais ça, si c'était que ça, n'est-ce pas, Florian? Et c'est chanté de manière assez mignonne, sauf qu'en fait la production est extrêmement ronronnante, hein. Ouais. Et même dans le contexte de l'album, en fait, c'est le problème de cet album, et enfin c'est ce dont on a énormément discuté avec Fred hors antenne, puisque donc Fred a écouté l'entièreté de l'album et moi je l'avais pas forcément fini avant le début de semaine dernière, et là je l'ai à nouveau réécouté une 3e, 4e fois ce week-end. C'est un long album, il y a 18 titres. Ouais. Du coup, enfin quand j'étais en train de qui commence par un morceau très mauvais qui s'appelle Memphis, qui de Tennessee, pour rappeler que oui, Il ce vient de monsieur a une vraie street cred en ayant grandi dans les églises du Tennessee et de Memphis, où il a entre autres appris à chanter le gospel et le R&B, et c'est pour ça que en fait il sonne comme ça, assez soulful. Voilà, ce qui était une histoire qui a déjà été racontée sur les précédents albums. Oui. En fait, je dirais, c'est la reco, en fait, ce qui est intéressant d'abord avec le titre, je vais essayer de vraiment faire synthétique parce que j'ai pas beaucoup de choses, enfin j'ai quelque chose à dire, mais je vais essayer de pas trop partir dans les tangentes. L'album s'appelle Everything I Thought It Was. Le problème, c'est qu'il manque il manque quelque chose à cette phrase. Soit c'est this is, c'est tout ce que je pensais être, soit this isn't everything I thought it was. Et en fait, il y a deux options. Si everything I thought it was, si c'est this is, c'est-à-dire c'est l'affirmative, c'est un peu comme si tu étais au restaurant, que on te commande un super plat, que tu manges et que tu es satisfait. Ah ouais, ben en fait c'est tout ce dont je pensais être. Et ça serait un album de quelqu'un qui est content d'être à ce point-là dans sa vie, 43 ans, marié à une super femme, avec 2 gosses, avec le business qui va bien et tout ça. Ou alors this isn't everything I thought it was. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un doute. Ça veut dire qu'il y a une série de doutes qu'il va aborder sur l'album. Et quand tu écoutes l'album, tu réalises très très vite que ça correspond à un gars qui est content d'être là où il en est, d'être content d'être encore une superstar qui est encore en public, qui va se lancer dans une tournée mondiale et ainsi de suite, mais qui en fait n'a rien à raconter. Et quand il faisait l'annonce de son album, il disait, mais en fait il y a quelqu'un qui écoutait cet album et il disait, ouais, en fait ça ressemble à tout ce pourquoi on te connaît. Et comment dire, du coup, Everything I Thought It Was est une réponse directe au flop commercial précédent de Men in the Woods. Men of the Woods, pardon, qui est sorti donc en 2018, ça fait déjà 6 ans, et qui était un espèce d'hybride entre pop, country, R&B, qui se voulait à peu près aussi avant-gardiste que les précédents albums de Timberlake. Il avait ramené Pharrell Williams à la production. Et du coup, en fait, et c'était aussi un album, qui était sincère, où c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire un hommage, en fait, encore déjà à son Tennessee natal. À ses racines. Ouais. Et dans l'ensemble, ça fonctionnait pas mal, sauf que l'album précédent et cet album-là ont les mêmes travers, c'est que les singles qui sont choisis sont vraiment nuls. Sont vraiment très très, au pire très très moyens. Je suis certain que le single avec NSYNC, que la chanson avec NSYNC qui s'appelle Paradise, en fait, qui est un soporificadonf, va être probablement choisi en tant que single. Surtout si en fait ils considèrent faire une autre tournée avec NSYNC, ou s'ils considèrent faire une reformation ou faire un album commun. Pour l'instant, ils sont juste en invité sur ces tournées. C'est ça. Bon, après, qui sait dans les 2 ou 3 ans à venir, si du coup, en jouant sur la nostalgie, ça va aller. Et du coup, Everything I Thought It Was, c'est un album qui est malheureusement conforme aux attentes.
Il y a un tout petit peu tout pour contenter tout le monde. Le truc, c'est qu'il est absolument partout et nulle part. Et surtout, au niveau du songwriting, il y a... c'est dans l'ensemble super plat. C'est pour quelque chose, pour une voix qui est super, enfin, pour une voix qui peut être super soulful, qui a fait des balades super comme... En dehors de la personne... artistiquement, dans sa voix, oui, il y a un truc. Sauf que là, c'est de la disco, pop, boogie qu'on a déjà entendu 1000 fois, quoi. Il s'essaie un tout petit peu à l'afro-pop en faisant venir un artiste qui s'appelle Fireboy DML, en fait. Ouais. Et tu ne sais pas que c'est sur l'album parce que du coup, tu écoutes le son et tu passes à la suite parce que ça n'a pas de contexte. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien et c'est très très mal, déjà c'est très très mal séquencé, ce qui n'était pas du tout le cas des 4 précédents albums, donc c'est un tout petit peu partout. Ouais. Il a enregistré une centaine de titres pour arriver à ces 18 là, mais clairement il y avait, je pense que c'est quelqu'un qui voulait à nouveau avoir des hits, contenté un tout petit peu l'ensemble de son public et qui en a oublié en fait que oui tu peux être ambitieux, même si tu n'as forcément rien à raconter. Si tu vas 10 ans en arrière, de 2020 Experience, ça aurait dû être un album super chiant, d'un type qui avait trouvé The One, qui venait de se marier, etc. Ça n'avait pas à être aussi ambitieux avec des morceaux de 7 ou 8 minutes avec 2 ou 3 parties, et aussi percutant que au moins la première partie, il l'était. Donc en fait... Ce qui manque en fait à Everything I Thought It Was, c'est vraiment de l'inspiration et c'est aussi pas mal d'humilité. Il y a au moins 3 ou 4 titres qui sont assez réussis, qui ne viennent pas des réguliers en fait des producteurs. Donc Timbaland ne sert pas à grand chose, Danger en fait qui est un monstre de producteur ne sert pas trop à grand chose, et il y a une nouvelle team en fait de coproducteurs qui s'appelle Louis Bell et Circuit. Qui sont des mercenaires de la pop en fait, qui ont fait plein de titres de pop, un tout petit peu à droite à gauche, donc ils ont bossé avec Timberlake comme ils bosseraient avec n'importe qui d'autre, et c'est ce qui fonctionne le mieux, et notamment le dernier titre de l'album où en fait il menace en fait d'être à peu près honnête à dire ouais, en fait, si je fais plein de conneries, est-ce que tu m'aimes toujours, ma chérie? Ce qui est à peu près le seul message qui est à peu près de la remise en cause. Mais en fait, c'est peu importe ce que le monde va dire, etc. Il y a si ma femme continue à m'aimer, tout va bien. Et clairement, je ne veux pas personnellement, enfin, je ne souhaite pas que les artistes torturés ont tendance à faire la meilleure musique de leur carrière. Je ne souhaite pas que Timberlake connaisse un divorce, soit genre porté au nu, etc. et tout, alors qu'il a déjà énormément de casseroles. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il ponde de meilleurs albums, surtout que c'est un album qui est travaillé depuis 5 ans. Ça fait depuis 2019 qu'il bosse sur ça pour sortir ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... si tu retrouves pas, c'est un patchwork de plein de trucs et des trucs pas très très bons. Et moi, Man of the Woods, je reste sur le truc où, même si c'était un flop commercial, artistiquement, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Au niveau des paroles et des thématiques, c'était plus intéressant. Il y avait un vrai fil derrière, avec des espèces de petits liants, avec des sons un peu étranges, comme si ça venait un peu de la forêt, des trucs comme ça. Il y avait un univers, il y avait une ambiance, et je l'ai vraiment beaucoup écouté. Mais le truc, c'est que il pensait que les gens voulaient à nouveau des trucs comme Justified et Future Sex Love Sound, et en fait, ça n'a rien du tout de tout ça. C'est des ersatz de... et il ne sait plus les faire. Donc ça ressemble à du Jamiroquai, ça ressemble pas du Timberlake de la grande époque. Non, voilà. Donc on en a quand même parlé, mais en fait finalement c'est plutôt pour en dire pas un avis mitigé, mais plutôt un avis assez négatif. On va pas en retirer grand chose, et puis j'aurais dû le savoir, hein, le premier morceau, Memphis, dès que tu l'entends, tu te dis waouh, c'est quoi cette soupe? En fait, c'est ça qui était le plus important que j'ai oublié de dire, c'est que ma reco en fait est une semi-reco, et si je recommande l'écoute de l'album, je pense que le meilleur moyen d'écouter de l'album, c'est de démarrer à Sanctified et d'aller jusqu'à la piste 18. Donc vraiment d'écouter la seconde moitié de l'album. Ouais. La première moitié, ça en vaut pas trop la peine.
Ouais, Et non, encore, c'est et il y a Selfish et le titre avec NSYNC, hein, donc ouais. c'est pas ouf, Et t'as mais Paradise, il y a des trucs qui se tiennent. Paradise, il faut se le fader. Hein. Wow. Ouais. C'est du miel avec du sucre et du miel par-dessus, quoi. C'est écœurant. Et après 2 ou 3 écoutes... Certified, par contre, ça me fait beaucoup plus penser à ce qu'il a fait avec le 2020 Experience, et ça a une pêche. Mais ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, en fait, ça aurait autant de pêche, finalement. Mais tu mets ça en perspective avec des mecs comme Usher qui vient de sortir un album de comeback qui pour le coup a été aussi mûri pendant des années, mais pour le coup est super fort parce que lui il a fait toute une tournée et tout. Il sait précisément qui il est, il sait précisément ce que ses fans attendent, il sait en fait là où il peut aller sans, on va dire, aliéner sa base. Et honnêtement, enfin voilà, ce qui fait que du coup l'album de Usher dans l'ensemble il est aussi long mais il est assez réussi. Tandis que Timberlake va un tout petit peu partout pour se retrouver nulle part. Ouais, c'est ça. C'est one too many. Voilà. Et puis alors, le résumé, c'est simple. Regardez, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné avec la critique dithyrambique de Jimmy Fallon face à Justin Timberlake dans un de ses late shows. En fait, tout ce qu'il dit, Fallon, vous le prenez à l'envers et vous avez la qualité de cet album. Voilà. Comme ça c'est fait. On en a parler. Vous m'avez pas donné envie. Bah c'était le but. Bah déjà à la base, on t'a économisé 1h18 quand même. 1h18 ouais. là. Ah ouais, non mais déjà j'ai jamais écouté un album de Justin Timberlake en entier moi donc. Par contre, je l'aurais pas fait. Niveau musical, donc ouais, je parlais de Jefferson Starship, c'est un style, mais donc Timberlake est sorti, cet album-là est sorti le 15 mars. Une semaine, jour pour jour après, le 22 mars, donc là on est le 25, donc c'est sorti il y a 3 jours. J'ai déjà eu le temps de l'écouter 5 fois. C'est dire à quel point j'ai accroché. C'est un autre artiste, ça va peut-être un peu diviser, il s'appelle Alain Chamfort. Ah, voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il a pas sorti un album chant faible. Non, d'autant plus que c'est son dernier album. Il l'a dit. Il ne fera plus l'album, il ressortira peut-être encore des chansons, mais pas sous forme d'album, parce que globalement, il l'a dit dans une interview, j'en ai marre de faire des albums pour qu'on ne retienne que 2 morceaux et ceux qui passent à la radio. Donc il a fait un album où, globalement, rien ne passera à la radio, c'est sûr. Et c'est tant mieux. L'avantage, c'est que les derniers albums qu'il a fait, il n'y avait même pas une chanson qui était retenue, donc... Oh non, il y avait des très très bons trucs. Non, mais je dis pas qu'il y avait pas des très bons trucs, mais je dis que en gros, il passait pas à la radio, donc. Non, mais ça on là, a compris depuis quelques années, ouais. Donc là, l'avantage c'est qu'il peut continuer à faire des albums de toute façon. Mais en tout cas, passe plus à la radio. Non, à part pour ses anciens hits, effectivement. Mais là, globalement, donc c'est son 16e album, donc à 75 ans, son 16e album qui est sorti le 22, qui s'appelle L'Impermanence. Voilà, donc c'est déjà la pochette avec ses fleurs sur fond bleu un peu bizarre, ça donne déjà une idée. Et puis on regarde qui est à la production, enfin à la coproduction, un certain Sébastien Tellier. Et on se dit imaginez la fusion parfaite, mais c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Il y a des pépites au bleu ou pas? Non, mais en fait, imagine l'univers déjà de Chamfort qui fusionne parfaitement avec l'univers de Tellier, dont un morceau qui était sorti sur un EP avec lui qui s'appelle Whisky Glass, qui est dessus. C'est un des 3 morceaux, enfin des 3 morceaux qui est resté dessus. Mais on a 11 morceaux, donc c'est déjà un peu plus digeste que les 18 de chez Timberlake, où on va aller sur des sons planants, spatiaux, électroniques, doucereux, poétiques. Certains trucs, il ne les chante même pas, c'est plus un peu comme s'il récitait de la poésie. Et moi j'ai passé l'écoute, toutes les écoutes vraiment en mode ça me fait complètement, ça me transporte complètement, ça me fait vraiment voyager dans un univers que je connais pas, où il va parler un peu de tout ce qui se passe globalement dans le monde et des choses autant de l'amour que de la perte de gens qui sont chers, du fait de pouvoir toucher la grâce. Justement, c'est le single qui est sorti, je pense, La Grâce, de toucher la grâce sur des moments fugaces, des moments
qui ont pas l'air comme ça très importants, mais qui globalement devraient l'être, hein, des moments partagés avec les gens qu'on aime, avec sa famille. Vraiment, j'ai trouvé ça d'une beauté totalement confondante. Vraiment, je savais pas encore en attendre, vraiment. Pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis son travail. Et là, j'ai été directement emporté. Et moi, ça c'est un conseil, un coup de cœur énorme pour ce morceau-là. Enfin, ce morceau-là, cet album-là. Et les paroles, en fait, elles sont inventives. On s'y attend pas. Il n'y a pas des moments où on se dit ah ok, on sait ce qu'il va dire juste après. Non, il arrive toujours à prendre des contre-pieds. Et c'est décontenançant. Et puis en fait, maintenant, je me dis que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, c'est marrant parce que je suis en train d'écouter vite fait là. C'est vraiment du Sébastien Tellier avec la voix de Ah oui, Chamfort tu l'entends. dessus, quoi. Tu l'entends. Tu vois vraiment, c'est deux personnes qui se sont rencontrées. Enfin, qui se sont rencontrées. Ça fait la première fois. Encore une fois, il y avait comment ça s'appelait. Je crois que c'était Alain Chamfort produit par un peu moins sur certains morceaux, mais les trois premiers, c'est vraiment toute la palette de Tellier, quoi. C'est-à-dire qu'on a le truc un peu évanescent sur la première chanson, on a des trucs plus disco sur la troisième. C'est assez marrant, quoi, de. Oui, voilà, en fait c'est le deuxième travail qu'ils ont fait. En fait, le premier c'était un EP qui s'appelait Alain Chamfort produit par Sébastien Tellier, tout simplement. Voilà, où il y avait 4 morceaux, pas 3 mais 4 morceaux, dont le Whisky Glass qui se trouve le 8e morceau de l'Impermanence. Et je trouve aussi c'est que c'est un album où la pochette, la couverture vraiment, elle n'a jamais aussi bien mis en image en fait l'impression qu'on a en écoutant un album. Hein, il y a des albums comme ça, ils ont une pochette genre bah oui c'est un peu bof. Là ça complète l'œuvre d'art qu'est cet album là. Et donc je vous le conseille plus que vivement. Je sais pas à quel point vous aimez Alain Chamfort, à quel point vous détestez Alain Chamfort, j'en sais rien. C'est un artiste qui passe simple. En fait, c'est quelqu'un qui a fait des choses tellement différentes en fait c'est sûr qu'entre Manureva et maintenant, c'est sûr. Ouais, dans sa carrière, qui a tout le temps évolué, qui a jamais été tellement dans les modes. Et qui a toujours testé des choses, donc forcément quand on teste des choses, il y a des choses qui sont moins bien que d'autres, quoi. Donc mais il y a aussi il y a aussi des choses qui restent plus, quoi. Donc en tout cas c'est un mec que j'aime bien parce que c'est un gars qui est toujours resté dans son idée de développer des choses différentes. Ah mais moi je trouve que c'est pour ça que je trouve que la rencontre avec Sébastien Tellier elle est aussi logique qu'intéressante. C'est que depuis longtemps, c'est un maître de la mélodie. Il sait mettre de la mélodie, il sait sur des paroles. Ce que souvent ce que je reproche souvent à des auteurs français, c'est qu'on aura des paroles, mais alors musicalement c'est pauvre. Ou alors musicalement, on a été singé des choses qu'on a déjà entendues, et puis niveau paroles, c'est assez pauvre. Personnellement, encore une fois, hein, on pourrait me faire mentir, oui, mais il y a lui, il y a elle, machin. Mais moi, c'est ce que je retrouve chez lui. C'est-à-dire qu'on a des rythmes et des mélodies qui vont rester en tête, et des paroles qui vont te hanter. Pas qui vont rester forcément en tête et que tu vas les chanter, mais des choses qui vont hanter. Surtout dans les derniers albums. Dans les premiers, il y avait des trucs plus radiophoniques, on va dire. Hein. Mais il y a toujours eu cette maestria dans le fait de tourner des choses qui ont l'air super simples en des trucs beaucoup plus compliqués à l'écoute. Voilà. C'est ma reco d'aujourd'hui. Je pense que là j'ai un peu mieux vendu que Justin Timberlake. Ça donne plus envie et clairement. Pour ce que j'ai entendu, ça correspond très bien à ce que tu as décrit là. Donc j'écoutais d'une oreille avec ta voix de l'autre et ça fonctionnait. Donc voilà, l'Impermanence, sorti le 22, c'est sur toutes les plateformes.
CD et aussi vinyle, voilà. Donc pour ceux qui veulent, je pense que moi le vinyle, à un moment donné, il va rentrer dans ma collection parce que ça fait ça fait une jolie pochette aussi en plus. C'est un joli objet. C'est clair. Voilà. C'est vrai que la pochette est très belle. Ouais, la pochette, elle est vraiment. C'est le genre de truc, tu aimerais avoir ce genre de tableau aussi. Juste la pochette, quoi. C'est simple et intriguant. Justement, Olivier. Oui, alors moi c'est marrant parce que je vais faire, je vais vous parler d'une musique qui est complètement l'inverse à peu près de Alain Chamfort, puisque je vais vous parler d'une musique bien excitée. Et je vais vous parler notamment d'un groupe que j'ai découvert il y a très 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 peu de temps, puisque je l'ai découvert alors qu'il faisait la première partie du groupe Idols. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, nous t'avons vu au concert. J'ai extrêmement jalousé, Olivier. Donc qui sont eux-mêmes un groupe de gros excités. Et en fait, il se trouve que j'ai rarement passé une première partie aussi intense. Et ce groupe qui passait, il s'appelle Ditz, et ils ont littéralement retourné la salle, et leur prestation, vraiment, elle s'est conclue par une acclamation générale de la salle, et ils nous ont bien chauffé avant Idols, donc c'était vraiment plutôt cool. Alors qui c'est Ditz? En fait c'est 5 musiciens. Comment ça s'appelle comment? DITZ. Ok. Et c'est 4 musiciens et un chanteur qui sont originaires de Brighton, donc c'est un groupe anglais. Ils sont dans la lignée de tous ces groupes anglais que j'aime d'amour, et ils font une musique qui peut facilement être qualifiée de post-punk, mais en fait quand on gratte, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en gros il y a des moments qui sont très noise rock, il y a des moments qui sont très hardcore, mais voilà, j'ai l'impression qu'on peut tout regrouper sous l'appellation post-punk. C'est un groupe qui s'est formé en 2015, et c'est seulement l'année dernière qu'ils ont sorti leur premier album qui s'appelle The Great Regression. The Great Regression, c'est pas facile à dire pour moi. Et rien qu'avec ce nom et puis la cover qui accompagne l'album, ça plante tout de suite le décor. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va aller vers quelque chose de très sombre. J'irai plus loin. Il y a aussi la liste des titres. Il y a aussi I Am Kate Moss, et le dernier titre s'appelle No Thanks I'm Full. Ouais, je vais parler des 2 titres tout à l'heure. Et donc ça plante tout de suite le décor, parce qu'on voit que c'est quelque chose de sombre, de pessimiste. C'est un truc qu'on va pas se marrer. Premier abord, parce que quand on se met à danser comme un taré dessus, finalement on finit par se marrer. Et c'est exactement en fait ce qui se passe à l'écoute de l'album, qui vraiment regorge de titres qui sont tous provocants, explosifs. J'ai même envie de dire parfois assez virulents. C'est un groupe qui, un peu à l'instar alors dans un genre complètement différent, mais un peu à l'instar de Ginzu dont je vous parlais dans le dernier Phase B, qui manie vraiment avec une maestria assez étonnante les ruptures et les genres. Et donc vous l'aurez compris, moi c'est vraiment ma came, ça, ce genre de groupe. Et en fait cet album, il est plein d'inventivité. Et je trouve qu'ils arrivent à renouveler vraiment un post-punk qui globalement tourne un peu en rond avec le temps qui passe. Et là, il lui donne une seconde jeunesse en lui injectant justement plein d'autres genres, plein d'autres techniques, et notamment un peu d'électro qui passe bien. Donc moi c'est un premier album, donc ce premier album qui pour l'instant est le seul, il m'étonne parce que j'ai trouvé ça, je le trouve très mature. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti directement sur scène. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un jeune groupe, quoi. C'est des mecs qui sont là depuis super longtemps. Et en fait, à l'écoute de l'album, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à nouveau. Et c'est vraiment très mature, c'est très précis. Alors c'est très excité. C'est vraiment,
ça nous met le tensiomètre, ça nous fait péter un peu le tensiomètre là, donc c'est plutôt chouette à écouter. Et mais tout ça c'est fait avec une maîtrise bluffante quoi. C'est pas de l'excitation de jeunes prépubères. Il y a vraiment quelque chose d'assez comment dire, d'assez c'est presque vengeur la manière dont le chanteur qui s'appelle Cal Francis, la manière qu'il a de balancer ses paroles, c'est presque vengeur. Il a une palette d'expressions orales qui est assez large, avec des chansons qui sont parfois chantées, qui sont parfois marmonnées, qui sont parfois parlées, et il va vraiment alterner les deux, même au sein même d'une même chanson. Et Il s'appelle Cal et il fait de la musique chou. Ouais, alors chou, c'est pas très mignon. Alors, en parlant de tout ça, je pense que tu mérites la porte. C'est Cal qui te le dit. Comme ça, tu l'ouvriras plus. Il va à la boulangerie. C'est le calepin. T'y vas pas admis, toi. J'étais en train de chercher s'il y avait... Non, j'y vais à fond. De Cal. Désolé. Oh, pensecero. Oui, alors du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, non. En termes d'instru, on est vraiment sur des guitares hyper abrasives, sur une batterie bien lourde. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça répond de manière un peu magique à la voix du chanteur dont je ne citerai plus le nom. Et parce qu'en fait, cette voix, en fait, elle va soit se calquer sur la violence de la musique, soit elle va partir dans quelque chose de complètement différent, dans quelque chose de plus presque enchanteur. Donc c'est ça en fait. Il va y avoir des contrastes chaud-froid perpétuellement entre la musique, le chant et inversement. Donc c'est le seul truc qu'il y a en commun dans tous les morceaux, c'est que ça reste très dépressif, ça reste très nihiliste. Ça reste très abrasif, ça reste très virulent, mais aussi c'est très cathartique, c'est-à-dire qu'on se défoule là-dessus. C'est absolument tourbillonnant et ça fait un bien fou à écouter, à s'énerver dessus. C'est vraiment c'est top quoi. Donc dans ce premier album, moi les chansons que je préfère, il y a la toute première parce qu'en fait ce que je trouve intéressant dans cette première chanson, c'est que elle donne le ton tout de suite quoi. C'est un album qui se cache pas et dès les premières secondes du morceau, de ce premier morceau, en fait, il y a toute l'essence du groupe qui apparaît avec ça commence par une guitare hyper abrasive dès le début, hyper forte, hyper lourde. On se dit waouh, ça envoie du lourd dès le début et en fait, au bout de quelques secondes, grosse rupture et on part dans quelque chose de plus dark et puis après on revient sur la guitare. Donc vraiment, il y a tout ce qu'est le groupe, en tout cas dans cet album, est présent dès les premières secondes de l'album, et ça j'aime bien en fait quand c'est un manifeste dès le début. On est comme ça, on va faire ça. Bah si vous aimez, vous allez kiffer quoi. J'aime bien aussi leur premier single qui s'appelle Warden, qui est un morceau qui est assez inspiré, un peu plus mélodique que les autres, et qui lui est beaucoup plus dansant. Moi, c'est vraiment le genre de morceau sur lequel j'ai envie de me déhancher, de bouger la tête très fort, et de préférence bouger la tête dans un pub sordide du nord de l'Angleterre. Et essaye d'éviter de te déhancher la tête parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Et je peux vous dire qu'après une première partie avec Dit, c'est une deuxième partie avec Idols, j'avais vraiment je m'étais déhanché la tête, ouais. J'en avais plus. Donc, mais j'étais très content. Mon morceau préféré, c'est probablement un des morceaux qu'a évoqué Florian, qui s'appelle No Thanks, I'm Full, qui pourrait être en fait l'épitaphe de notre monde actuel. Et qui est en grande partie instrumentale et qui est avec une basse hyper puissante, une batterie et une batterie très lourde aussi et une guitare un peu psyché mais qui reste en fond
Et vraiment, c'est un morceau c'est un truc à se retourner le cerveau tellement on part en transe là-dessus. Et enfin, le dernier morceau qui attire vraiment mon attention, c'est l'autre morceau dont parlait Florian, qui s'appelle I'm Kate Moss. Et là, pour le coup, c'est un son très fiévreux qui oscille entre une guitare assez transcendante et la voix complètement névrotique du chanteur. C'est un morceau, en fait, si vous voulez une image, en fait, c'est un morceau qui pourrait rythmer n'importe quelle scène de baston un peu poisseuse d'un film de Batman, en fait. Si on mettait ça sur le Batman de Matt Reeves, bah en fait, je trouverais ça irait parfaitement, quoi. Donc et en plus, le titre est intéressant, I'm Kate Moss, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le chanteur, c'est un mec qui a adopté un look très androgyne et qui vient sur scène habillé avec des habits qu'on considère normalement comme féminins. Ouais. Donc le titre, le titre parle de ça et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est un groupe qui aiment brouiller les genres et ils le font tellement à fond que même sur scène, même dans leur manière d'être, ils recherchent justement à brouiller ces genres et à effacer les frontières. Donc tout ça est très cohérent. Moi, si je devais vous donner un conseil, ce serait vraiment de découvrir le groupe en live parce que honnêtement, c'est des bêtes de scène, quoi. De toute façon, je pense que c'est le genre de groupe où en live tu les découvres vraiment, quoi. Ah ouais, ouais. Bah, il commence déjà. Il a commencé le concert directement dans la fosse, au milieu des gens. Ouais. Et enfin, ils arrêtaient pas de slammer, mais tout en continuant à jouer correctement et tout. Enfin, et ce qui est marrant, c'est que le chanteur, en fait, il a une attitude qui est très spéciale sur scène. C'est un mec qui a une grande nonchalance. Il a un côté. Alors, je pense qu'il était sous substance quand moi je l'ai vu, parce qu'il est vraiment dans son monde, il est vraiment dans un truc. Enfin, j'espère qu'il est sous substance parce que s'il est comme ça dans la vie, ça doit pas être facile. Mais il y a un côté, c'est toujours fait avec un côté très british en fait. Et du coup il y a une espèce de charisme qui se dégage de lui, qui est assez fascinant. Moi, honnêtement, j'arrivais pas à décoller les yeux de lui pendant tout le début du concert. Et je trouve qu'il gère son groupe, il gère sa scène comme un mec qui a 20 ans de concert derrière lui, quoi. Ouais. Donc honnêtement, c'est super rare à voir. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et je peux vous dire que le public, il était dans un état assez fou à la fin du concert. J'avais jamais vu une première partie qui était aussi applaudie. Et d'ailleurs, les mecs d'Idols ont dit derrière que bah voilà, ils vénéraient. C'était un groupe qui vénérait carrément. Et donc ça vous pose le niveau du groupe, quoi. Donc après, faut aimer les trucs d'excité, hein, faut aimer le truc un peu hardcore, un peu sombre, un peu dépressif. Mais si c'est le cas, franchement, vous allez trouver votre compte. Moi, à mon avis, c'est un groupe qui va monter très vite. Parce que globalement, moi j'ai regardé un peu les comptes rendus de concerts qu'ils avaient fait ces derniers mois, et à chaque fois c'est dithyrambique. Donc je pense que très vite on va en entendre parler plus fortement. Surtout que là il y a un nouveau single qui est sorti. Dont il y a déjà un remix qui a été fait, et c'est un single qui est assez fou. On a l'impression qu'il vient tout droit il y a des voix qui viennent tout droit d'un asile psychiatrique. C'est assez délirant à écouter. Le remix, on peut dire que c'est ton Arkham. C'est ça. Mais vraiment, on est toujours dans le même univers. C'est l'univers de Batman, de Gotham City, un truc un peu vénère, sombre. Voilà. Donc le remix est assez dansant et assez délirant. C'est pas inintéressant à écouter. Disons que la chanson originale et le remix sont complètement différents, pas du tout dans la même tonalité. Donc c'est intéressant à écouter. Et voilà, donc ça promet beaucoup pour le prochain album à venir, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'air de continuer sur leur lignée. Et franchement, moi, en ce moment, j'écoute ça beaucoup. Et j'ai pas... des fois, j'entends des trucs bien en concert, et puis après, je vais écouter l'album, et je suis un peu
je suis un peu déçu. Je retrouve pas la même énergie. Là, honnêtement, j'ai retrouvé le même délire et c'était. C'est vraiment un album que j'aime beaucoup écouter en ce moment, quoi. Franchement, dans ce groupe, ça a l'air d'être vraiment des cailloux pour des chocs. C'est des beats. Bon, vu que tu as pris la parole, Florian, Oui. quelle est ta reco de cette semaine? Ah, écoute, je suis ravi que tu me laisses encore une parole pendant 3 minutes, donc je vais volontiers me lancer dans... Je n'ai absolument pas dit le temps. Hein. Je vais... C'était Je répété là, t'avais votre prévenu, transition, là, ou... je t'avais prévenu que ça serait que 3 minutes et je vais m'y tenir puisque j'ai beaucoup moins bossé ça que le monsieur de Memphis. Du coup, c'est un autre artiste très 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 connu, un producteur anglais qui s'appelle Mark Ronson. Oui. Mark Ronson, j'ai juste j'avais envie. Et non pas Marc Repère. Et non, ça c'est Leclerc. Bref. Tu l'avais pas vu venir. Hein. Du coup, Mark Ronson. Du Bronx, quoi. Donc, Mark Ronson qui avait qui a un groupe, qui avait un groupe qui s'appelait The Business International, qui est sorti en album en 2010 que je vous recommande. Qui est un de ses moins connus et qui est un de ses moins connus et en fait c'est difficile en fait étant donné que maintenant c'est un producteur qui depuis 20 ans est extrêmement demandé. Ses singles ont tourné un tout petit peu partout, tout le monde connaît Uptown Funk, tout le monde connaît l'album dont est tiré Uptown Funk, donc ça je vais pas y revenir dessus. C'est le producteur exécutif de Barbie The Album, c'est lui qui a fait I'm Just Ken, qui a failli gagner l'Oscar, mais voilà. Voilà. Et Mark Ronson, ce qui est très intéressant, c'est que juste avant Version et juste avant d'exploser en fait avec Amy Winehouse, c'était en 2006, c'était un jeune DJ, certes, voilà, qui était un fils à papa puisque son père c'est Mick Ronson de Foreigner. Ouais. Tiens, bonjour le Nepo Baby. Et j'avais envie de prendre 2 petites minutes pour vous recommander son premier album sorti chez Elektra en 2003 qui s'appelle Here Comes the Fuzz. Qui est un petit précis vraiment très très fun, et à l'époque le jeune Mark Ronson en fait était un DJ qui déchirait pas mal de fêtes à New York, qui était vraiment faisait vraiment le circuit de toutes les fêtes les plus huppées, un tout petit peu comme sa sœur qui s'appelle Samantha Ronson qui fait exactement la même chose que lui, qui est aussi DJ, et c'était vraiment ses premières armes en tant que producteur. Donc lui il était beaucoup plus axé producteur, axé hip-hop. Et le single qui a eu un certain succès s'appelle Oh Oui, et c'est un sample de Boney M. Et sur Boney M, en fait, c'est sur l'album Chambourcy. C'est ça. Et on te fait poser Ghostface Killah et Nate Dogg en fait sur un sample de Boney M, ce qui est quand même assez osé, si tu y penses un tout petit peu. Et le reste des titres est vraiment à l'avenant. Il y a un titre avec un de ces artistes qui est assez sous-estimé, qui s'appelle Dan Merriweather, qui reprend un tout petit peu un groupe de funk qui s'appelle Average White Band. Tu as l'avant-dernier titre qui est avec Q-Tip. Tu as un rappeur qui s'appelle Saigon qui vient poser dessus. C'est vraiment une espèce d'auberge espagnole qui est très axée hip-hop R&B. C'est très dansant. C'est beaucoup moins abouti et ça part beaucoup plus dans tous les sens que les albums suivants qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup mieux produits, qui ont beaucoup plus de direction artistiquement. Mais honnêtement, pour un album qui va avoir 21 ans cette année, je pense que c'est une belle représentation de tout le potentiel qu'il pouvait avoir à cette époque-là, et qu'il a confirmé ensuite par la suite. Donc voilà, Mark Ronson, Here Comes the Fuzz, c'est sur toutes les plateformes, c'est 45 minutes de bonheur. Voilà. Bien, merci. C'était efficace, dis donc. Je suis ébobie, surpris. Je suis tellement efficace que j'ai même déjà fait le tweet pour parler du podcast. On n'a même pas terminé. Je suis comme dans l'incroyable, enfin la folle histoire de l'espace, où ils ont la cassette du film pendant le film. Et dans le prochain phase B, on fera un spécial Foreigner. Oh, s'il te plaît, oui. Je ne connais rien à Foreigner, donc tu seras tout seul. Je t'écouterai. Je peux te raconter l'histoire de Foreigner. J'adore ça. Tu nous racontes une histoire, tonton Fred? Ah ouais, si tu veux, je peux te raconter l'histoire de Foreigner. Ils ont eu plusieurs périodes.
Dont la Légion étrangère. Non, non, pas vraiment. Non, mais bon, merde. Ça me rappelle un podcast que je devais lancer et que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas le temps. Hein. Bon, bref, comme beaucoup d'autres. mais, je retiens pour qui sait. Peut-être la saison prochaine. On verra. Bon, ben on a fait le tour. On a parlé de musique, réellement. Tout le monde, hein, voilà. Même avant. On a aussi un peu de cinéma et de jeux vidéo, hein, avec donc la salle des profs qui est actuellement au cinéma, mais je pense qu'il va falloir chercher le cinéma. Il va falloir se dépêcher surtout, ouais. Il va falloir se dépêcher, parce que c'est pas le genre de film qui va rester très très longtemps. This Bade We Made aussi, qui est sur PlayStation, Xbox et PC. Justin Timberlake, vous savez ce qu'on en pense, vous l'avez entendu ici. Bref, plein de bonnes choses, tout ça. Et la semaine prochaine, c'est un Monsieur Siri and Friends. Je sais plus si on avait mis un truc, je pense que c'est du freestyle, parce que la semaine dernière, on était à Sérimania, jour pour jour. L'épisode est disponible depuis vendredi ou jeudi soir. Et on espère que ça vous plaît, parce que là, on parlait aussi de musique. Tiens donc. La cohérence de notre ligne éditoriale est incroyable. Oui, elle se fait toute seule. Notre ligne éditoriale est une IA toute seule. Elle s'autogère. Si elle pouvait s'auto-financer. J'ai rien dit. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et dans 2 semaines pour un autre Phase B. À bientôt. Salut. Salut.